Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Henri Gomez qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes médecin alcoologue. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ce que c'est un médecin alcoologue? Alors, médecin alcoologue, disons que la base c'est que les patients qui souffrent de cette problématique ont besoin de médecins, c'est-à-dire de gens qui les accueillent, qui fassent des ordonnances, que ces soins sont remboursés par la sécurité sociale, donc et que sont d'avoir affaire à des praticiens. Donc il faut des médecins. Pour autant, il faut que ces médecins aient une ouverture sur la problématique alcoolique. Cette problématique alcoolique demande des compétences qui ne sont pas strictement médicales et qui se confondent avec ce que j'appelle la fonction soignante, qui est partagée par des gens qui ne sont pas forcément des médecins, soit des psychologues cliniciens, des psychanalystes, enfin des psychothérapeutes, toutes sortes de personnes qui ont des compétences pour prendre en charge la souffrance des gens. Voilà. Donc, voilà, il y a des formations pour être médecin alcoologue ou on le devient? C'est-à-dire comment ça se passe? Les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des formations qui sont codifiées, qui me paraissent être limitantes. Et pour l'essentiel, je crois qu'on devient alcoologue parce qu'on en a envie, tout simplement, parce qu'on se sent compatible avec ce genre de problématiques et parce que l'on pratique. En fait, ce sont les alcooliques qui font que nous devenons alcoologues. Bon, alors je viens de le dire, vous êtes médecin alcoologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alcool, c'est vraiment une maladie? Moi, disons que je considère que c'est une problématique où il y a toutes sortes d'éléments qui interviennent. Il y a des éléments qui peuvent être génétiques, mais bien entendu ce n'est pas une maladie génétique. Il y a des éléments de développement psycho-affectif qui ne sont pas spécifiques mais qui comptent. Il y a des contextes sociaux, culturels. Il y a en fait toutes sortes d'éléments qui interviennent pour constituer une problématique alcoolique. C'est ce qui fait qu'on peut parler de pathologie multifactorielle et diachronique, c'est-à-dire que les éléments interviennent d'une manière aléatoire dans la vie de quelqu'un et à un moment, il y a une problématique qui se met en place et qui se met en place de plus en plus tôt d'ailleurs du fait de la conjonction d'éléments convergents, si j'ose dire, favorables. N'importe qui peut tomber dans l'alcoolisme à n'importe quel moment ou il y a quand même des facteurs qui... En tout cas, c'est très difficile à dire. Je crois qu'on peut pas prévoir. Ce serait un abus de confiance, pardon, de le dire. Il y a des gens qui ont des parents alcooliques ou des parents qui ont été de grands consommateurs qui vont ne pas être alcooliques et inversement. On voit bien à travers le problème des jeunes, par exemple, que le facteur culturel, générationnel, compte énormément et ça va sélectionner les plus vulnérables, quoi. Donc on ne peut pas prévoir. Je pense qu'on ne peut pas prévoir. Quelle est la part de jeunes qui fréquentent par exemple votre cabinet ici? C'est la majorité ou pas? Il y a les gens qui sont concernés par la problématique alcoolique et qui ont moins de 20 ans ou moins de 25 ans sont effectivement une minorité. Ils n'ont pas conscience du tout d'être concernés par une pathologie, même si ils font des excès, des abus. Je ne vois, je pense, qu'une petite frange de cette catégorie, ce groupe. Ils ne sont pas dépendants, ces jeunes, c'est clair, mais ils ont un rapport pathologique à l'alcool, déjà. Hein, voilà. Vous traitez pareil un jeune qu'une personne un peu plus mûre, on va dire? Non, pas du tout. Je crois que il faut faire du cas par cas. Lorsque vous avez un jeune qui a des problèmes d'addiction et notamment d'alcool,
bien souvent, je crois qu'il vaut mieux l'orienter dans un premier temps vers un pédopsychanalyste pour voir qu'est-ce qui fait qu'il a bu. Et il y a souvent des pathologies lourdes, des traumatismes importants à ce moment-là, des histoires difficiles, et je crois qu'il faut dans un premier temps déblayer ce genre de choses, et voilà. Donc il y a un travail d'équipe qui peut se faire à ce moment-là. Alors, quand on est jeune, souvent, voilà, on sort le week-end, c'est là qu'il y a qu'on prend leur première, voilà, entre guillemets, des premières cuites. Hein. Qu'est-ce qui est dangereux là-dedans? C'est-à-dire que ça se passe tous les week-ends, qu'on attende le week-end avec impatience, ou tout simplement de le faire sans s'en rendre compte? Pour des gens vulnérables, je crois que la répétition des abus met en place un circuit de compulsion et un circuit de dépendance. Je crois qu'on ne stimule pas impunément certains circuits neurologiques, et on peut devenir dépendant par l'effet des sommations, en quelque sorte. Et c'est bien regrettable parce que ces jeunes vont accorder une place démesurée aux produits pour obtenir un certain nombre de satisfaction, de plaisir, et ils vont s'amputer de tas de possibilités qui sont des possibilités liées à leurs ressources, quoi. Alors à tout ça, vous, votre métier, c'est d'essayer de trouver des solutions. Il y a différents courants chez les médecins alcoologues de pensée, en tout cas pour résoudre ces problèmes. Vous avez le vôtre, voilà, en particulier, et notamment faire parler les patients. Vous avez créé une association qui s'appelle l'AREA. Ils se soignent entre eux, en fait, c'est un peu ça l'idée? Je crois que la personne qui a un problème avec l'alcool a besoin de trouver quelqu'un qui, en quelque sorte, banalise son problème. On dit souvent que les alcooliques sont entravés par le déni, par le refus d'admettre leurs problèmes. Je crois que la société les aide malheureusement dans ce sens. Ce que j'ai essayé de faire en 20 ans, c'est de banaliser l'offre de soins. Vous êtes dans un cabinet banal, de libéral. Les gens peuvent venir, peuvent parler très librement de ce problème. Il y a des signaux un peu partout dans la salle d'attente, dans ce bureau, ou même sur ma plaque professionnelle, qui montrent qu'ils peuvent en parler. Et ça rend le soin déjà beaucoup plus facile. Ensuite, sur les spécificités d'approche, donc ça c'est une approche logistique. Pour rester sur cette question de la logistique, je crois que l'offre de soins doit être adaptée à la réalité de chaque patient. C'est-à-dire que chacun a son histoire, adaptée à l'histoire du patient. Et ses contraintes sociales, je crois que il y a deux façons pas très correctes, je crois, de prendre en compte la problématique. Soit de considérer tout patient qui a un problème d'alcool comme relevant d'une logique d'institution psychiatrique. Donc on les oriente vers des structures psychiatriques qui offrent des hospitalisations longues, qui n'offrent pour la plupart du temps pas d'accompagnement, dans la mesure où ce sont des structures qui sont éloignées des lieux de vie. Ou alors on les tire vers des centres d'addictologie, c'est ce que l'État propose finalement comme soin. Mais dans l'addictologie, ça englobe tout. Ça englobe tout, ça englobe les toxicomanies illicites, les traitements de substitution. C'est toute une autre logique en fait que celle qui concerne beaucoup de patients. Voilà, donc je pense que l'idée, pour rester dans la méthodologie, s'il y a un clinicien alcoologue, comme il y aurait un gastroentérologue que je suis par ailleurs encore, ou un cardiologue, et qui permettent de choisir ce qui est le plus adapté pour le patient. Et ensuite, c'est le dernier aspect de la méthodologie, c'est d'offrir un soin qui soit relativement simple et qui ne soit pas coûteux. Parce que si on choisit par exemple une approche expéditive à base de conseils,
D'abord, les conseils ils sont faits pour ne pas être entendus, généralement, et on fait l'impasse sur les souffrances du sujet, sur les problèmes familiaux, sur les problèmes sociaux lourds qui peuvent exister. Si au contraire on tord le soin vers la souffrance psychique, l'histoire familiale, c'est-à-dire si on les oriente vers la psychanalyse, d'abord on ne répond pas à la totalité de leurs problèmes, et puis ce sont des soins qui ne sont pas remboursés, donc ça vise une fraction infime de la population alcoolique. Donc en réalité il faut proposer un soin qui soit facile, et c'est là qu'on retrouve la force des groupes, la force des pairs, PAIR, c'est-à-dire ce sont des gens qui savent parfaitement parler de la période d'alcool, donc on va pouvoir paradoxalement aller vite sur cette période qui finit par, qui n'est pas très intéressante finalement, pour s'occuper de l'avant et pour s'occuper du maintenant. Et les groupes de parole permettent justement, pour l'alcoologue, pour l'équipe qui peut exister, d'avoir une approche éclectique, c'est-à-dire en fonction des thématiques, vous allez avoir des thématiques qui vont être plutôt de type comportemental, plutôt tournées vers l'histoire, plutôt tournées vers le relationnel, ou même avoir des ouvertures culturelles, sociales et autres, quoi, hein. Et donc le but, c'est progressivement de déplacer la fonction soignante vers l'intéressé lui-même, c'est à lui de trouver, dans le cadre qui est le sien, des solutions et d'autres réponses que la réponse addictive. Hein, voilà. Alors, malheureusement, on va déjà devoir se quitter parce que c'est terminé. Juste pour conclure, une petite question pratique pour les téléspectateurs qui nous regardent. À partir de quand va-t-on trop loin avec l'alcool et à partir de quand on doit se dire là, il y a peut-être un problème? Lorsque ce que nous disent la majorité des patients, et c'est la raison de venir, c'est qu'ils ne contrôlent plus leur consommation, qu'ils vont plus loin que les autres. Donc il y a un repère avec les groupes, avec les copains, enfin, ou les gens de la famille. On va plus loin, on ne contrôle pas. On recherche les faits, donc la recherche de l'effet, la perte de contrôle. Et puis après, il y a un signe, c'est qu'on a intégré qu'on ne buvait pas comme les autres, et donc on boit seul. Accepter qu'on... Non, mais ça c'est toujours de la pathologie. On se met à boire seul, on se met à boire en cachette. Donc si vous additionnez la recherche prioritaire de l'effet, quel que soit l'effet, plaisir, antidépresseur, anxiolytique, anesthésie, voilà. Si vous additionnez la recherche systématique de l'effet, préférentielle de l'effet, hein, parce que ce même buveur peut boire banalement en famille, ou voilà, ou ne pas boire d'ailleurs, parce qu'il a peur de perdre le contrôle. Donc ensuite c'est la perte de contrôle, je commence, mais après je ne contrôle plus. Ça c'est un deuxième élément pathologique. Le troisième élément, au fond j'en ai conscience et je bois seul. Voilà. Quand on a ça, on n'a pas besoin d'attendre le stade de la dépendance, le stade bien entendu où on va avoir des signes de manque le matin, etc., avec les tremblements, sueur et autres. Je crois qu'il faut agir beaucoup plus tôt. Et après, toute l'action de soin, ça va être de dire quelle est la liberté qu'il vous reste. Est-ce que vous pouvez faire des consommations ponctuelles ou est-ce qu'il faut faire l'impasse et inventer une autre convivialité, un autre rapport aux gens avec une vie sans alcool, mais sans le dramatiser. Et on peut ne pas le dramatiser justement parce qu'il y a d'autres tiers, d'autres personnes qui ont construit une vie sans alcool et en s'en trouvant bien. Bon, mais merci beaucoup, Monsieur Gomez, de nous avoir accueillis ici dans votre cabinet. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.